mais personne s'entraîne et personne ne vit pour l'entraînement en fait. Et en fait, je suis entouré que de gens qui bouffent des chouquettes dans un open space et qui s'entraînent jamais, tu vois. Ok, t'as 24 ans, là il faut peut-être commencer à connecter les fils et à faire des trucs qui ont du sens, tu vois. Et effectivement, quand les gens viennent te voir à la salle pour te dire putain mec, c'est inspirant ce que tu fais, comment tu fais, te demander conseils et tout, tu te dis quand c'est une personne de temps en temps, c'est flatteur. Quand c'est à longueur de journée ou de semaine, tu dis ok, il y a peut-être un truc à faire finalement, tu vois, genre peut-être que simplement juste partager ma passion et kiffer avec les gens, bah en fait je peux en faire un métier, tu vois. Coacher en ligne, c'est la meilleure façon dans ce business qui est le nôtre de pouvoir vivre ta vie selon tes termes. Et je pense que les coachs qui réussissent, comme tu l'as dit, en fait, c'est pas ceux qui disent « Ah, j'ai passé un BP, c'est bon, c'est terminé ». Non, c'est ceux qui savent que tu dois te former toute ta vie pour continuer à progresser sur les chemins de la connaissance et te rapprocher le plus possible de la vérité et de ce qui est la meilleure façon de faire. Parce que c'est ça la vraie réalité du coaching sportif. Salut Anto. Salut Mo. Comment ça va? Ça va super. Aujourd'hui, comme à chaque fois, j'étais à l'heure. Pour débuter le podcast. Tu sais qu'en plus, je suis toujours à l'heure à mes podcasts. Ouais. Et aujourd'hui, et c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie. Et c'est aujourd'hui où on sait qu'on a un timing serré, où je me retrouve avec l'ascenseur qui est bloqué et je finis par arriver en retard. C'est moi le chat noir généralement, donc je suis très content de te déléguer cette part de malédiction, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu as parlé du cap tout à l'heure, je touche du bois et je touche encore du bois. Sait-on jamais. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et merci à Brie de te l'avoir proposé vu qu'elle t'a croisé à Toulouse récemment. Donc pour commencer, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais pour les personnes qui regardent et qui ne te connaissent pas. Ok. Alors bonjour à tous ceux qui me regardent et qui ne nous connaissent pas. Je m'appelle Antoine Fonbonne. Je suis donc un ancien journaliste sportif reconverti en coach sportif et désormais en créateur de contenu sur l'entraînement, la nutrition, la santé, l'optimisation de l'ensemble des performances humaines et du bien-être. C'est mon dada, partager ma passion pour toutes ces thématiques-là. Et en plus, j'ai cofondé une formation qui s'appelle Bayesian France, qui est une formation pour les passionnés d'entraînement et les coachs sportifs. Et donc, on accompagne les professionnels du fitness sur une formation de quasiment 1 an pour les aider à se développer, à acquérir toutes les connaissances dont ils ont besoin. C'est une formation qui est intégralement appuyée sur toutes les dernières recherches scientifiques et les apports de la science. On la met à jour chaque année parce qu'on a une équipe de chercheurs qui bosse pour nous et qui update les contenus. Donc ça, c'est la partie intellectuellement passionnante de mon business parce que c'est énormément de travail et que c'est super gratifiant à la fois de former des coachs dans l'accumulation de ces connaissances-là et surtout d'avoir en main des données scientifiques, dernier cri, ultra pertinentes sur toutes les thématiques de l'optimisation de l'hygiène de vie et de les transmettre. Et à côté, il y a ma partie artistique un peu plus fouillée et bordel sur la création de contenu sur YouTube, sur Instagram, sur les trucs que j'aime faire qui me font kiffer. Et c'est comme ça que je vis ma vie depuis pas mal d'années maintenant. Et ça, c'est des choses qu'on va aborder. Ouais. Je suis très curieux que tu nous parles de ta création de contenu, de tes process, justement, et de comment est-ce que tu mets en place un cadre qui permet la créativité. On en a un peu parlé en off juste avant. Que tu parles aussi de Bayesian parce que nous, on a beaucoup de coachs sportifs sur l'app qui ont fait Bayesian. J'en entends que du bien depuis le début. Très cool. Merci. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Okay. Mais avant d'entrer dans ces sujets-là, toi, tu as commencé il y a 10, 11 ans en tant que coach sportif. J'ai commencé en 2000. Écoute, j'ai été journaliste pour le mensuel de l'équipe qui s'appelle Sport et Style jusqu'en 2012. Ok. Et j'ai eu une période complètement what the fuck où je suis parti bosser chez Abercrombie & Fitch, la marque de jeans sur les Champs-Élysées. À l'époque, j'étais manager chez eux. J'ai bossé jusqu'en 2015. Et en 2015, je crois que ce sont nos cafés qui arrivent. Oh là là, les cafés qui arrivent avec le boss. Moi, et le directeur technique j'ai pris un thé. Alors, je me suis fait traquenarder parce qu'il paraît, merci beaucoup, il paraît qu'il y a du peanut butter dans ce thé Rooibos. Donc, il fallait absolument que je teste ça. C'est pas très healthy ce qu'on va boire là. Ça a l'air... Oh là 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 là. Ça a l'air magnifique. Merci beaucoup. Merci, adorable. Je regarde si le focus n'a pas bougé en tout cas. Ça a l'air méchant. T'es toujours... Ouais, là, franchement, c'est ces cafés-là qui, tu vois, on boit trop souvent, ça fait prendre du poids.
Ok, je Et vois. j'en bois un peu trop souvent Je vois. à mon goût. Calories liquides, c'est Ouais. mal. Ne faites pas ce qu'on est en train de faire. Vraiment pas. Je Parce me, que là, je pour me le laisse coup, circonvenir vraiment par politesse parce que je suis invité qu'on m'a dit il y a un truc incroyable qu'il faut que tu testes. Je me dis ok, et par politesse, mais quand tu l'auras goûté, je À pense que Sparte. tu vas l'oublier ça. comme les Spartiates. Merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, tu disais que tu étais coach depuis maintenant 10 ans. Ouais, et j'ai transféré ensuite, je me suis barré de chez Abercrombie en 2015 et j'ai passé un BPGEPS, juste à côté d'ailleurs, juste là. Et j'ai commencé à coacher par chance dans une salle géniale qui s'appelle Le Clay, qui est une Ok. salle ultra haut de gamme à Paris, dans le 2e arrondissement, rue Saint-Sauveur. Donc en plein Marais, dans un lieu qui est complètement exceptionnel. Et j'ai eu la chance d'avoir tout de suite un incubateur pour pouvoir tester mes talents de coach, mes méthodes, tous les concepts, le peu de connaissances que j'avais accumulées en BPGEPS, mais surtout l'envie que j'avais de développer, tu vois, tester comment mettre en place des relations avec mes clients, démarcher des nouveaux clients, te faire voir quand tu es dans le club, faire en sorte que les gens viennent vers toi, reconnaissent ton expertise, ta singularité aussi, ta proposition de valeur, etc. Et j'ai eu toutes ces dimensions et toutes ces couches qui font la beauté du métier de coach, en fait, réunis en un seul lieu, en un seul endroit, sur une période extrêmement condensée. Et ça a été ultra formateur. Et j'ai appris beaucoup sur le gym floor au Clay en l'espace de 2 ans, tu vois. C'était très intéressant. C'était très intense, mais c'était très chouette. Il y a quand même un pattern que je vois revenir et je vais rallonger le temps de ma question pour que tu puisses goûter ton thé. Vas-y. La plupart des... Parce que toi, tu étais journaliste Ouais. à l'équipe Ouais. et tu décides de devenir coach sportif. Ouais. Il y a deux choses. Là, la première question, c'est pourquoi. Ouais. Et ensuite, il y a un deuxième pattern que je vois, c'est qu'in fine, les meilleurs coachs sportifs, et ça, je le vois vu que j'ai la chance de donner cours au Crêpes d'Île-de-France, c'est que les gens les plus déter, c'est ceux qui font une reconversion à chaque fois. C'est vraiment les big coachs que tu peux voir et qui sont vraiment qui se la donnent et qui ont soif d'apprendre, qui se disent bon, ok, j'ai mon BP, mais il faut que j'aille apprendre de plus en plus. C'est souvent des mecs qui sont en reconversion ou des nanas. Déjà, pourquoi t'es devenu coach sportif et ça a été quoi l'impact que ça a eu d'être en reconversion? Alors, la raison de mon passage du journalisme au coaching sportif, elle est toute bête. C'est que j'étais ultra épanoui quand j'étais à l'équipe. Genre, intellectuellement, c'était un des jobs les plus satisfaisants au monde parce que j'adore écrire. Quand tu es journaliste, tu es entouré de gens qui sont extrêmement lettrés, extrêmement intelligents, qui captent vite et qui ont à la fois cette éducation classique de ils ont fait les belles lettres, ils ont été à la fac, ils ont appris des trucs, ils ont beaucoup lu, ils ont des références culturelles, etc. Et en même temps, ils sont connectés au monde actuel. Ils ont beaucoup de références de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont très ouverts d'esprit, ils sont très à l'écoute. Donc, tu es entouré de gens intelligents. Intellectuellement, c'est super stimulant. Le seul truc, c'est que moi, j'écrivais sur le sport toute la journée et j'étais entouré que de sédentaires. Allez, Paul, si tu regardes cette vidéo, il la verra jamais, je pense, mais j'avais un rédac chef adjoint qui était ultra sportif, qui faisait du marathon, qui faisait plein de trucs, et tous les autres, ils passaient leur temps à littéralement, mais se pignoler sur les exploits de Mohamed Ali, machin, truc Teddy Riner. Et il n'y en a pas un qui faisait une séance de sport dans sa semaine. Et moi, littéralement, j'étais obligé de demander une permission, tu vois, pour avoir des pauses repas de 1h30 au lieu d'1 heure pour aller me caler une séance à l'arrache dans des salles flinguées qui étaient à côté de l'équipe parce qu'ils n'avaient même pas de salle de sport à l'équipe, tu vois, genre pour arriver, reprendre une douche en speed et tout machin et pouvoir vivre ma passion de l'entraînement et la faire coïncider avec mes obligations professionnelles. Et je me disais, mais attends, moi, ma passion, c'est le sport, c'est le développement personnel, c'est de m'entraîner, c'est de vivre une vie équilibrée déjà dès le début, tu vois. Et j'ai pas envie, alors que je me suis tapé une prépa, j'ai fait le CELSA, qui était une école quand même ultra exigeante en termes d'investissement personnel, de niveau d'études et tout. Je sors de là, j'arrive dans la vie professionnelle. Maintenant, c'est bon, tu vois. J'ai prouvé que j'avais bossé, que j'étais capable d'arriver à un haut niveau d'exigence, machin et tout. Bah maintenant, j'ai envie de vivre la vie selon mes termes, c'est-à-dire de mettre en place mon hygiène de vie, que j'ai négligé déjà pendant quasiment 4 ans avec 2 ans de prépa, 2 ans de master où j'ai charbonné comme un malade et tout. Maintenant, c'est bon, tu vois. J'ai envie de vivre, de pouvoir m'entraîner, d'être en bonne santé, de dormir 8 heures par nuit et pas de devoir être à la merci de mon taf et de courir partout et de faire genre, ouais, je fais des trucs et j'écris sur le sport et machin. Et en fait, je suis entouré que de gens qui bouffent des chouquettes dans un open space et qui s'entraînent jamais, tu vois. Il y a eu ça.
il y a eu aussi le fait, on va pas se mentir, que financièrement, le journalisme, c'est compliqué. Parce que à part 2-3 rédac chefs qui étaient plâtrés parce qu'ils sont là depuis 15 ans, qui connaissaient tout le monde et qui passaient de haut poste à responsabilité à haut poste à responsabilité d'une rédaction à l'autre en changeant de journal. Les autres, moi, j'étais rentré comme journaliste stagiaire. Alors, j'étais à l'ours, c'était ronflant. T'ouvrais l'équipe, t'avais mon nom, je signais mes articles, c'était trop stylé. Mais je gagnais 800 balles par mois, tu vois. Donc, comment tu vis à 23 ans en sortant d'un master avec un appart à Paris, avec une envie de développer, de voyager? Moi, j'avais soif de tout, tu vois, avec 800 balles par mois. Quand j'ai fini mon contrat pro, ils m'ont dit, bah, ok, tu peux rester, on kiffe ton taf et tout. Mais bon, comme pigiste, et t'es dans une précarité qui est incroyable. Moi, j'étais là en mode, ok les gars, j'ai d'autres ambitions dans la vie, j'ai envie de faire cavalier seul, de me développer. C'est très intéressant, c'était super enrichissant, c'était incroyablement formateur. Mais peut-être que le business model du journalisme aujourd'hui, ou en tout cas la façon dont on me l'a proposé à ce tournant de ma carrière, c'était pas la meilleure opportunité pour moi. Et j'ai les fils qui se sont touchés. Je me suis dit, attends, j'ai pas envie de batailler pour pouvoir m'entraîner dans un monde où tout le monde est sédentaire et en fait méprise un peu l'entraînement vraiment parce que c'est un peu cette intelligentsia, tu sais, on parle de sport et on connaît tout sur les grands rendez-vous sportifs et comment Mohamed Ali a mis KO Joe Frazier et tout. Mais personne s'entraîne et personne ne vit pour l'entraînement en fait. Et moi, j'étais pas comme ça. Je me suis dit, ok, c'est bien, j'ai vu ça. Et maintenant, il faut que je réinvente une nouvelle voie dans laquelle je peux vraiment être moi-même et vivre selon mes termes et m'exprimer, tu vois. Il y a eu le petit passage un peu flottement de je savais pas comment me retomber sur mes pattes. Et j'ai une nana que je fréquentais à l'époque qui m'a dit putain mais tu devrais venir, je suis dans une nouvelle boîte américaine, ils cherchent des mecs ultra dynamiques, motivés, machin, c'est vraiment au mérite, si t'as faim tu peux monter et tout machin. J'arrive, je passe un entretien dans un Starbucks et tout avec des mecs qui me parlent qu'en américain, je suis là wow, c'est trop stylé. Je me fais matrixer de ouf et je tombe chez Abercrombie & Fitch dans une boîte où j'ai 1500 salariés, j'ai des responsabilités de ouf, je cours de partout avec des enfin, on fait des journées à 300 000 euros de chiffre d'affaires, des trucs, tu vois, genre moi je gère des trucs, des caisses, je compte des liasses de billets comme ça et tout. Bref, c'est les belles années où je suis en plein Paris, il y a une effervescence de ouf, il y a trop de trucs qui se passent et surtout, à nouveau, je suis qu'avec des sportifs. Tous mes, tu sais, c'était l'époque où ils mettaient des beaux boss torse nu à l'entrée des magasins et tout. Donc tous ces mecs-là, c'est des mecs qui sont exactement comme moi, sauf qu'ils sont encore dans les études, ils sont un peu plus jeunes et tout, mais ils vivent pour l'entraînement. Leur passion, c'est tous des anciens sportifs de haut niveau, machin la plupart. Et on est dans cette effervescence de la vie est belle, on kiffe, on s'entraîne, on fait des trucs de ouf, il y a le monde de la nuit qui se développe et tout machin. Et je reste là-dedans pendant genre 1 an et demi, 2 ans. Jusqu'à me rendre compte que, en fait, on sauve pas des vies, on vend des jeans. C'est génial. J'ai rencontré des gens super intéressants avec qui j'ai encore des contacts, j'ai encore des amis vachement fidèles de l'époque et tout machin. Mais la finalité et le sens profond du truc, c'est quand même que je suis en train de me sacrifier la santé à courir après un salaire en plus de misère, encore une fois, pour vendre des jeans, tu vois. Et je me dis, bon, c'est cool. J'ai appris des méthodes professionnelles incroyables, un management à l'américaine. Je pouvais vendre n'importe quoi à n'importe qui. J'avais des contacts, je connaissais tout Paris, c'était magnifique. Et je me dis, bon, ok, t'as 24 ans. Là, il faut peut-être commencer à connecter les fils et à faire des trucs qui ont du sens, tu vois. Et j'ai pris tous ces points d'XP à gauche, à droite pour enrichir la personne que j'étais. Et je me suis dit, ok, là, j'ai toujours cette passion pour l'entraînement. Là, à part m'entraîner quand je peux. En plus, j'avais des horaires de bâtard. Je commençais le matin à 7h, je finissais le soir à 23h30. Tu vois, je devais caler mes trainings, faire ma bouffe et tout. C'était une galère. J'avais envie encore une fois, de plus de liberté. Et je pense que, enfin, les gens qui sont déjà sur le podcast et encore depuis le début l'auront compris, mais je suis trop électron libre pour me satisfaire d'une structure hiérarchique très carrée. Tu vois, en passant le CELSA, j'ai passé le concours de Saint-Cyr que j'ai réussi aussi. Et après mes 2 ans de prépa, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage dans une vie militaire où je vais être officier, où je vais commander des mecs au feu, où je vais partir dans des unités combattantes et tout? J'ai testé ça, j'ai fait une prépa militaire supérieure et tout. Pendant 1 mois dans un régiment d'infanterie de marine qui était hyper engagé, hyper péchu et tout. C'était génial. Je me suis dit, le petit côté vraiment doigt sur la couture du pantalon, règles, structure et tout machin, c'est pas pour moi. C'est passionnant et je suis infiniment fier qu'il y ait des gens qui le fassent pour notre pays, mais j'ai trop besoin d'aventure et de liberté, et de me lever à l'heure que je veux et tu vois, de pouvoir mettre en forme le bordel qui est dans ma tête pour en faire quelque chose de créatif et inspirant. Et j'ai pris une autre voie et les études que j'ai faites, le master de communication et tout, m'ont poussé dans ce sens-là et c'était un choix incroyable. Et là, je me suis dit, tu vois, après Abercrombie & Fitch, il faut que je crée un truc à moi qui me ressemble
et que je sois simplement le vecteur de mon développement social, personnel et professionnel sans devoir rien à personne et faire un truc selon mes termes où je peux être mon propre patron, me lever à l'heure que je veux, bosser 200 heures sur 2 semaines si j'ai envie, puis plus rien pendant 3 semaines après et juste ajuster les curseurs exactement comme j'ai envie que la musique sonne. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je me suis barré de chez Abercrombie & Fitch. Je me suis dit, bah, je fais quoi maintenant? J'ai envie de m'entraîner, de transmettre ça. Et puis, tu vois, tout le monde, quand on était chez Abercrombie, nous parlait de sport. Moi, tous les gens autour qui n'étaient pas dans cette sphère-là, voyaient que je passais mon temps à m'entraîner et que je kiffais ça. Donc, me demandaient des conseils, de trucs. Moi aussi, j'aimerais avoir des abdos et tout, truc. Et en fait, c'est venu naturellement, tu vois. C'est venu de ma passion communicative et vraiment contagieuse pour l'entraînement, l'hygiène de vie, la nutrition, que les gens voyaient que j'incarnais au quotidien, malgré le fait que j'ai fait un boulot où je bossais 80 heures par semaine. Et je disais, bah ok, s'il y arrive, machin, c'est qu'il a compris la recette. Et je me suis dit, bah, ce dont j'ai envie, c'est de la transmettre, en fait. Et c'est là que j'ai passé, du coup, ce diplôme de coach, le BPGEPS, et que je me suis dit, bah, maintenant, fais ce que tu sais faire de mieux, tu vois. Transmettre ta passion, en parler et mettre les gens sur le droit chemin pour arriver à ce que, bah, ils aient toutes les armes en main pour reconstruire leur vie, être en bonne santé et s'épanouir, tu vois. Et en gros, c'est ce que j'ai fait. Okay. Enfin, c'est ce que je crois que j'ai fait. Du coup, il y a eu, comme tu l'as dit, et encore une fois, plus on fait le podcast et plus que je vois en fait, qu'il y a quasiment la même chose qui arrive. T'es passionné par le sport, le fitness, t'as un taf classique où tu perds le sens de ce taf-là. Toi, du coup, tu t'entraînes, les gens voient que tu t'entraînes, tu mets en avant la nutrition, le sport, ton corps change, t'es mieux dans tes habits, t'as plus confiance en toi. Du coup, les gens le voient, veulent devenir comme toi, commencent à te demander des conseils. Et là, tu te dis, tiens, potentiellement, je peux en faire un métier. Et là, tu vas enquiller sur la suite. Je pense que tu te sens légitime, tu vois, quand tu commences à... soyons clairs, je fais pas 2 mètres et 120 kilos de muscle, j'ai pas une génétique exceptionnelle de quand j'avais 14 ans, tout le monde me disait wow, comment tu fais pour t'entraîner? Non, moi je suis un mec lambda avec un physique lambda. C'est juste que je pense que je cristallise pour les gens le fait que quand tu veux, tu peux. Je suis très têtu, j'ai un gros caractère et tu vois, j'aime faire les trucs comme j'aime faire les trucs. Et en fait, j'ai réussi à triompher de toutes les circonstances que j'ai eues dans la vie juste parce que j'arrive à appliquer des méthodes qui marchent et que j'ai une façon de faire les choses qui fonctionne et dans laquelle les gens se reconnaissent, tu vois. Et je pense que les gens se disent, mais en fait, je suis comme lui. Je suis juste un mec passionné. J'ai pas des qualités athlétiques exceptionnelles. J'ai pas un intellect surdéveloppé. J'ai pas des compétences dans cette vie qui sont absolument extraordinaires. Mais ce mec, il me montre que je peux y arriver et surtout arriver à être heureux et épanoui juste en faisant les choses un peu à ma façon et en appliquant des principes qui sont super simples à la portée de tout le monde que je vais arriver à mettre en place dans la mienne pour métamorphoser ma vie, tu vois. Et effectivement, quand les gens viennent te voir à la salle pour te dire putain mec, c'est inspirant ce que tu fais, comment tu fais, te demander des conseils et tout, tu te dis quand c'est une personne de temps en temps, c'est flatteur. Quand c'est à longueur de journée ou de semaine, tu dis ok, il y a peut-être un truc à faire finalement, tu vois, genre peut-être que simplement juste partager ma passion et kiffer avec les gens, bah en fait je peux en faire un métier, tu vois. Ce qui est drôle, c'est que bah j'ai fait ça à un moment où personne faisait ça, tu vois. Genre quand j'ai décidé d'aller passer un diplôme de coach et de créer une chaîne YouTube, 2015, mes parents, ils me disent attends, t'as fait 2 ans de prépa, un master, un magistère et t'as bossé comme journaliste pour revenir passer un diplôme sur lequel il n'y a pas de conditions d'accès où les gens n'ont pas le bac. Tu vas être avec des mecs qui ont bac -10, qui sortent de je sais pas où, de ZEP, de banlieue parisienne et tout, pour aller dans des salles de sport qui puent la chaussette, donner des cours de sport. Ils comprenaient pas, tu vois. Ils se disaient, wow, il a complètement lâché la rampe, déclassement social. Vraiment, tu vois, j'ai eu des réactions dans ma famille. Qu'est-ce qu'il nous fait, tu vois. Genre, il est complètement en perte de repère et tout. Moi, je savais très bien où j'allais, tu vois. Juste, j'avais envie de vivre cette aventure et de réinventer ma vie. Et ça marche pas. De toute façon, j'ai plein d'autres cordes à mon arc, tu vois. Ça aurait planté, je serais retourné dans le journalisme, j'aurais fait autre chose, je serais parti à l'étranger, j'aurais monté une autre boîte, mais j'avais juste envie de créer un truc qui me ressemble et dont je sois pas esclave, en fait. Et effectivement, quand les gens commencent, tu vois, à venir te poser des questions et que tu te rends compte qu'il y a du feedback et qu'il est positif, bah, tu te dis, ok, je pense que je vais dans la bonne direction. Mais dans notre métier, aujourd'hui, on est tous, je pense, tributaire de ça et obligé aussi de tester l'eau un peu, tu vois, de sonder l'intérêt des gens quand tu veux proposer des produits, des formations, des accompagnements, des trucs et tout, de voir si en face
ton produit il va être bien reçu ou s'il répond à une vraie attente ou si t'es pas en train de te planter sur les attentes qu'ont les gens parce que tu pensais qu'ils voulaient ça et en fait tu te rends compte que c'est pas le cas. Donc tu es toujours obligé de projeter un peu de la valeur, de voir comment elle est reçue et d'avancer progressivement comme ça, tu vois. Et le move que tu as pris il y a 10 ans, c'est le move qu'on retrouve aussi aujourd'hui. En fait, il y a 10 ans, les métiers manuels, faciles d'accès, entre guillemets, étaient des métiers mal vus. Ouais, c'est décrié. Et aujourd'hui, tu as des gens qui quittent de la finance, qui quittent des gros groupes pour aller devenir cuisinier. Pourquoi tu vois la vraie raison, c'est pourquoi parce qu'ils sont en perte de sens, en fait. Évidemment, bien sûr. Moi, le nombre de potes que j'ai vus qui ont fait les mêmes études que moi et qui étaient là, putain, je bosse chez JP Morgan, c'est trop cool, vas-y, je fais 300K par an et tout. Génial. Bah maintenant, la plupart, ils vivent à Bidart, littéralement en charentaise, ils font du miel, ou ils sont à côté de Salon de Provence, au fin fond de trucs à faire de la lavande, parce que juste ils se rendent compte qu'ils ont investi des années de vie pour prendre des points d'XP dans une vie qui n'a aucun sens. Ouais. Et ça leur a apporté plein de compétences, ils savent faire plein de trucs, et quand ils arrivent dans leur petit bled et que personne n'a jamais rien monté, en 3 jours, ils sont capables de faire un site internet, un réseau de communication qui font que les mecs sont ultra productifs et tout, et d'améliorer la façon dont la vie se fait là où ils arrivent. Mais en vrai, tu te rends compte que tu as passé ta vie à courir dans des salles de marché, à bosser pour des trucs qui n'ont pas de sens. Et en plus, je pense, le pire, pour nourrir ou apaiser des insécurités fondamentales de... T'es une toute petite fourmi dans un système qui te dépasse, t'as envie de te battre pour exister, t'as envie de faire de l'argent pour créer une sécurité financière, te construire un patrimoine, te mettre à l'abri et tout. Et en fait, tout ça n'est fondé que sur l'exploitation d'une insécurité humaine, il y a des mecs qui sont blindés, il y a des gens qui font de l'argent, il y a des énormes entreprises. Toi, t'es rien. Comment tu vas survivre dans ce monde qui est hostile, cruel et dans lequel t'as aucune place? Et ben, t'es intelligent, t'es bosseur, ok, tu vas faire tout ce que tu peux pour essayer d'accumuler des richesses et te mettre à l'abri. Et en vrai, oui, je comprends ce besoin, mais je pense que si on nous apprenait, tu vois, culturellement, à l'école ou socialement, à déconstruire ça dès le début et à pas se dire que réussir sa vie, c'est être le mec le plus riche du quartier, avoir la plus grosse bagnole de ta ville, de ton arrondissement et tout machin, bah les gens seraient peut-être plus heureux parce qu'ils partiraient peut-être plus tôt sur un truc qui a vraiment du sens, qui peut mettre de la valeur ajoutée et du bien-être autour d'eux, dans leur petit cercle familial, dans leurs amis, dans leur communauté, dans leur ville ou dans les gens qui les suivent et qui gravitent autour d'eux. Peut-être qu'on éviterait des grosses désillusions professionnelles, des grosses périodes de gens qui charbonnent comme des malades pendant 15 ans, font des burn-out, divorcent, ruinent leur vie, passent à 2 doigts du suicide ou malheureusement parfois le commettent et se rendent compte qu'ils ont couru après les mauvaises étoiles, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que je reviens au pattern que je disais, mais les coachs sportifs, et t'en as beaucoup au Krebs, des gens qui font une reconversion et qui viennent se dire je deviens coach sportif et c'est ceux, en fait, qui réussissent, du coup, pour les bonnes raisons, à la in fine, tu vois. Et tu as de plus en plus de personnes, je pense, sur les prochaines années, justement, où là, je pense que tu le vois aussi, mais potentiellement sur ceux qui viennent chez Bayesian, etc., mais de se dire, en fait, tu as de plus en plus de personnes qui reviennent à des boulots manuels et des boulots qui ont du sens et qui ont un impact, tu vois. Moi, la personne qui m'avait le plus choqué, et on avait la chance de l'avoir reçu, c'était le fondateur de City Scoot. Tu vois, City Scoot, ouais. L'histoire de ce mec-là, avant de lancer City Scoot, le mec, il était trader à Londres. Trader. Il lâche tout d'un coup pour devenir garagiste. Après une cérémonie d'ayahuasca. Mais c'est fou, il lâche tout pour devenir garagiste. Et c'est en lâchant la finance. Il est pas mal, hein. Ouais, il est très sympa. C'est fou, j'ai toujours la même réaction des gens quand ils viennent, qui prennent ce café et ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont spoiler, il n'y a pas de café dedans. Il n'y a que du peanut butter. Le tien, il y a du thé normalement. Le mien, il y a du thé et déthéiné. Mais ils sont très très forts. Et ouais, il devient garagiste. C'est en étant garagiste qu'il a l'idée de City Scoot, quoi. Et il lance City Scoot et ça devient ce que c'est aujourd'hui. Et t'imagines pas le nombre d'anciens exécutifs de chez Airbus, d'anciens ingénieurs achats et tout machin que j'ai dans mes élèves Bayesian, qui sont des mecs, ça fuse à 8000, j'ai du 150 de QI en permanence autour. Pour moi, c'est archi stimulant parce que juste le niveau des questions, des échanges qu'on a avec les élèves, il est stratosphérique, c'est trop bien. Le nombre de chirurgiens, de kinés et tout que j'ai parce que les mecs se rendent compte que ils ont investi beaucoup sur des carrières qui les épanouissent pas et qu'ils ont envie de changer, de faire des trucs plus humains, plus à leur échelle, où ils vont faire du bien et mettre leurs vraies compétences professionnelles, intellectuelles et humaines au service de trucs qui les font vibrer, tu vois. Et ce qui est le plus cool pour toute l'industrie du coaching sportif, c'est qu'en fait, ces mecs-là et ces nanas-là, quand elles débarquent,
elles débarquent avec toutes leurs compétences Ah bah, et tout leur skill set. ça va pas à la même vitesse derrière. Ça va pas à la même vitesse, mais du coup, ils réélèvent le niveau Ouais. du coaching sportif. Ouais. Et ce qui fait que du coup, les coachs sportifs que, par exemple, j'avais contactés en 2019 en lançant la boîte, etc., qui me disaient, ouais, mais moi, le en ligne, j'y crois pas trop, ou j'ai pas trop envie, etc. Aujourd'hui, ces mecs-là n'ont pas le choix. Ils Alors, doivent, aujourd'hui, un coach sportif doit savoir, C'est drôle ce que tu dis, ouais. Vas-y. doit savoir vendre, faire du support client, faire du marketing, De gérer les réseaux sociaux, De ouf. gérer les applications, automatiser des tâches. C'est un entrepreneur tech aujourd'hui. Franchement, moi, quand je croise des mecs, ça m'arrive encore, dans des salles, souvent des salles de province et tout, qui arrivent à vivre comme il faut, sans avoir ça, sans avoir de réseau, sans avoir de mailing list, sans avoir Instagram, sans avoir de site, sans avoir d'outils digitaux pour faire perdurer leur valeur ajoutée comme ça, je me dis chapeau. Enfin, il y a deux trucs. Je me dis, mec, respect, tu dois être vraiment très bon là où t'es quand t'es avec tes clients. Et deuxio, j'ai peur pour eux parce que je me dis, putain, ok, peut-être que là, tout de suite, maintenant, ça tourne encore. Comment tu vas faire dans 5-10 ans, quoi. On se fait allumer, nous, parce que j'adore titiller un peu les coachs sportifs sur la page de Jinky. Ouais. Il y a un contenu que je sors au moins 3-4 fois dans l'année, c'est je leur dis, en fait, c'est soit tu joues le game, soit tu vas disparaître. Et en fait, c'est de leur dire, si t'es pas dans le monde virtuel, En fait, tu n'existeras t'as pas. pas le choix. Enfin, moi, j'aimerais qu'on puisse résister, tu vois. Mais tu vois, Barnes & Noble, la plus grande librairie de Grande-Bretagne, je crois qu'ils sont numéro 1 ou 2 mondiaux dans la vente de livres au moment où Amazon arrive. Ils ont fait faillite en 2 ans et demi, 3 ans avec Amazon. Parce que juste, ils se sont dit, oh, mais il y a un truc qui vend des livres en ligne et tout machin. Ok, balèque. Nous, on a pignon sur rue. On a des librairies dans le monde entier. Les gens viennent pour recevoir la connaissance chez nous. Qui connaît Barnes & Noble? Si vous voyez cette vidéo, vous connaissez Barnes & Noble, dites-moi ça en commentaire. Je suis sûr que c'est pas le cas. Plus personne. Alors que c'est mort il y a quoi, 10 ans, 12 ans. Blockbuster Netflix. Qui va encore, au coin de sa rue, le jeudi soir, louer un DVD pour regarder La planète des singes? Personne. Plus personne. C'est un truc. Moi, j'ai ce souvenir-là quand je vivais à Nice, quand j'avais 10 ans, avec mon père et ma mère. Le mercredi, je crois, il y avait un jour où tu avais 2 films pour le prix d'un. Et t'allais louer ton film, tu t'allais dans les rayons, qu'est-ce qu'on prend, machin, comme tu fais tes courses. Plus personne ne fait ça. Bah, où t'as eu l'intelligence de voir arriver le truc de la VOD et qu'il y avait un putain de courant de fond qui allait changer toute la physionomie du marché. Où tu t'es dit, ah ben non, on a pignon sur rue, on a des vidéoclubs partout. Vidéo future. Terminé. Donc c'est triste parce que ça remue en nous des insécurités profondes de j'ai appris à performer dans un système et un environnement professionnel qui m'a donné tout ce que j'ai mis, qui m'a rendu la monnaie de ma pièce parce que j'ai réussi, je fais de l'argent, j'ai de la sécurité et tout. Mais maintenant, les règles, elles changent, tu vois. Et les règles, elles changent tout le temps. La vérité, c'est que tu penses qu'il y a des ères et des cycles, mais en fait, elles sont perpétuellement en train d'évoluer. Et si tu vis pas avec ton temps, et si tu ne te tiens pas au courant de ce qui se fait et comment les choses changent, bah en fait, à un moment, tu te fais balayer, quoi. Ouais. Et le plus triste, en tout cas de ce que je vois dans les coachs sportifs, c'est que en fait, les coachs se disent, ouais, mais moi de toute façon, je fais pas du en ligne. T'es en mode fine. Si tu veux pas faire du en ligne, à la limite tout de suite, mais déjà tu vas finir par le faire, parce que quand tu vas voir tes potes coachs sportifs qui font du en ligne, qui passent 100 fois moins d'heures que toi, et toi qui trimes à la salle à 6h du matin avec ton client juste avant d'arriver, tu dis que je viens pas et que tu t'es quand même déplacé et que t'as pas de sous à récupérer. Parce que c'est ça la vraie réalité du coaching sportif. Et les gens qui l'ont pas fait peuvent pas se projeter dans une espèce de fantasme de ouais, je vais coacher, je vais avoir 12 clients par jour, ils vont être tous à l'heure, ils vont tous me payer en temps. Non, ça ne marchera pas comme ça, les gars. Mais surtout que aujourd'hui, c'est que même les coachs sportifs qui sont en salle, la tendance pour trouver un coach sportif a changé. Les gens ne vont plus à la salle les en modes disant d'acquisition, c'est où plus les est-ce mêmes. qu'il y a un coach. Non, ils trouvent le coach sur Instagram. Exact. Ils regardent où est-ce qu'il s'entraîne et ils disent coucou, est-ce que tu peux me coacher? Je vais au fitness park de telle ou telle salle. Exactement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même les coachs sportifs qui font du présentiel n'ont pas le choix que d'être présents en ligne. Tu vois. Sinon, s'ils ne le sont pas, c'est d'autres plateformes qui vont leur dire viens, je te mets en avant et qui vont leur prendre 25-30% de la facture proposée au client. Ouais. Mais tu redures 30%. Plus après ton URSSAF à 22%, qu'est-ce qui se passe? Autant réinvestir ces sous-là dans... Tes yeux pour pleurer. C'est tout. Ouais, c'est triste parce que tu vois, nous,
on n'a même pas voulu inonder le marché avec cette idée du coaching en ligne parce qu'on pensait que c'était un bon move de business et tout. Juste, nous, nos valeurs, notamment dans Bayesian, c'est juste la liberté. C'est-à-dire que en coachant en ligne, tu auras la liberté. Moi, c'est la valeur fondamentale de ma vie, avec toutes les autres valeurs que j'ai, l'intégrité, l'authenticité, le respect, l'honnêteté, tout ce que tu veux. Mais la liberté, c'est mon étoile du berger de si je fais un truc dans lequel j'investis de l'énergie et du temps qui finalement va m'asservir, Ça vaut pas le pas coup. bon, tu vois. Donc, quelle est la façon professionnelle qui te permet d'avancer en créant le plus de valeur ajoutée pour les gens qui t'aiment, qui te suivent, qui sont autour de toi, tout en te permettant de vivre la vie comme tu le veux, tu vois. Mais c'est ma valeur. Je suis totalement biaisé en disant ça, tu vois. Il y a des gens pour qui c'est pas si important que ça et ils préfèrent être au service des autres, complètement asservis, dépendre des structures, de l'évolution des marchés, de comment les choses se passent et tout. Et ok, il en faut certainement pour que la société tourne et tout machin. Mais coacher en ligne, c'est la meilleure façon dans ce business qui est le nôtre de pouvoir vivre ta vie selon tes termes. Tu as envie de partir au mariage de ton cousin à Marrakech la semaine prochaine. Enfin, je veux dire, moi, je me suis rendu compte de ça quand j'étais au Clay et que au Clay, l'inscription à l'année était à 1 600 €. On parle d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça choque plus beaucoup parce que tu as des box de CrossFit maintenant qui facturent des 150, 200 balles par mois et tout. Donc, je dis, bon, 1 500 € par an, ok. À l'époque, le marché de l'entraînement, c'est quand même Fitness Park, Basic Fit, des salles qui se font la concurrence sur les prix avec des 19 € à casser les prix par mois et tout. Une salle qui prend 140 balles par mois, c'était en mode, ouh, tu vois, en plein marais. J'avais que des gens qui étaient archi blindés et tout. Mes clients, ils prenaient souvent des vacances, même s'ils avaient des gros schedules, ils bossaient de ouf et tout. Et ils partaient au carnaval de Rio, des trucs un peu, tu vois, ils prennent des billets en première à 4000 balles l'aller-retour et tout machin. Et moi, je me dis, bon, tout le monde prend des vacances, c'est stylé, vas-y, moi j'ai réussi à faire un peu de thunes, j'ai bien coaché et tout, je pars 3 semaines en Thaïlande. Je suis revenu. Et en revenant, j'ai des clients qui m'ont dit, ah ouais, bah t'étais pas là, en fait, j'avais besoin de toi et tout machin. Bah même si on a correspondu à distance et tout machin, j'avais besoin que tu sois là et tout machin, ça m'a fait chier, donc j'ai changé de coach. Ok, mais du coup, je suis revenu. Ouais, mais non, j'ai plus envie. Et je me suis dit, oh, attends. Moi, j'ai fait ça pour être libre, indépendant, vivre de ma passion. Et là, en fait, je me rends compte que je reviens et que j'ai certains clients qui me font comprendre que je dois être leur pute et être là H24 pour leurs petits besoins et que j'ai pas le droit de vivre ma vie, d'avoir des vacances, une vie de famille, de faire ma vie selon mes termes et que je dois être, tu vois, répondre aux coups de sifflet bref et comme si j'étais à l'armée. Et là, j'ai fait... Non, c'est pas comme ça que ça va marcher, tu vois. Il est hors de question que j'ai reconstruit toute cette partie de ma vie pour pouvoir être davantage libre et qu'en fait, je sois de nouveau asservi, tu vois. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à vivre de cette passion et faire le même taf de qualité que ce que je fais en rendant les gens heureux, épanouis, en les aidant à se développer sans être un esclave, tu vois. Et là, j'ai les fils qui se sont touchés une nouvelle fois et j'ai compris que, en fait, il fallait que je dématérialise mon offre, tu vois. Et qu'en coachant en ligne, je pouvais faire la même chose, avoir la même valeur ajoutée et être où je voulais dans le monde. Être à Bali, être au Kosovo, être en Argentine si je voulais, et faire la même chose, être joignable quand j'en avais envie, et envoyer ma valeur ajoutée à distance et faire la même chose, tu vois. Et quand j'ai fait ça, bah, la vieille garde de la génération de nos parents et tout, qui n'ont pas ces réflexes, elle se disait, mais attends, mais tu vas donner des cours de sport, tu vas faire comment en visio et tout, tu vois, l'asynchrone, le fait d'optimiser le mode de vie des gens en faisant des programmes et tout sur lesquels ils peuvent être autonomes, les former, leur transmettre des connaissances, leur apprendre des trucs pour les rendre de plus en plus autonomes et qu'ils aient de moins en moins besoin de toi. Même ça, les gens se disaient, mais attends, mais quand ils ont plus besoin de toi, ils te paieront plus. Bah ok. C'est le but, qu'ils soient autonomes et qu'ils fassent leur vie et qu'ensuite ils disent putain bah regarde j'arrive à maintenir un physique de ouf, ouais mais c'est parce que j'ai été coaché par un mec génial pendant 2 ans, il est incroyable, tu devrais le suivre et tout et machin, et ça marchera comme ça doit marcher, tu vois. Et quand j'ai compris ça, mon mindset il a complètement changé et ça fait nous ça fait 10 ans maintenant qu'on prêche le coaching en ligne, mais si t'aimes coacher en présentiel, et il y a une vertu au coaching en présentiel, tu vois, je te dis ça, j'en ai pas encore parlé publiquement donc ce sera une exclue. Mais j'ai repris depuis 1 mois la préparation physique. C'est du coaching, mais c'est un peu différent. La préparation physique d'un groupe de combattants amateurs de MMA à Toulouse. Et je kiffe ça, tu vois. Je kiffe être dans les tranchées avec eux, les préparations de combat, être là, faire leur prépa physique, assister aux entraînements, optimiser ça. Mais là où c'est différent par rapport à... Excuse-moi de te couper par rapport aux autres coachs sportifs, c'est que
tu l'as choisi. Exactement. En fait, Exactement. C'est pas toi qui dois aller faire tes heures en salle pour payer à la fin du mois. Je subis pas ça. J'arrive et je fais un plus dans leur vie. J'injecte toute mon expérience, ma valeur ajoutée, mon attitude, ma bonne humeur, ma positivité. Je révolutionne la façon dont ils s'entraînent. Je mets des réflexes en place et tout machin. Je les vois se développer. C'est ultra gratifiant. Il y a un socle social. Les mecs, ils sont archi motivés. C'est des athlètes de ouf. C'est des éponges. Ils sont jeunes. Ils apprennent trop vite. Ils sont super respectueux de mes enseignements. Et juste, je kiffe. Et je suis dans ma zone de génie plein fer. Et juste, je le fais parce que j'avais envie, après m'être fait les croisés, après être resté chez moi pendant 6 mois, enchaîné entre mon bureau et le kiné, et avoir vu personne parce que j'étais débordé de taf et que j'étais focus sur ma rééducation, de revoir du monde, de me réinvestir dans une vie sociale locale et de mettre, tu vois, de l'énergie vitale dans améliorer la vie des autres. Comme ça, mais parce que je le choisis, tu vois. Donc il y a une vraie vertu au coaching et on n'est pas en train, je voudrais pas que les gens qui disent oh mais ils sont complètement biaisés, ils parlent que le coaching en ligne et tout. Moi j'ai rien à gagner à vous vendre ça. Le but c'est juste que je veux que les gens fassent leurs expériences et trouvent ce qui les rend heureux, tu vois. Si tu as envie d'être dans une salle de province en Normandie et de coacher ta petite communauté des gens qui viennent à tes cours co et tout et que ça t'épanouit et que ça te rend heureux, mais les mecs et les nanas qui font ça, et j'en croise tout le temps, à chaque fois. Tu vois, quand je vais en province, que je vais voir de la famille, que je voyage, que j'ai des tournages et tout machin, j'essaye toujours d'aller dans une salle un peu locale. J'aime pas trop les chaînes parce que tu retrouves un peu toujours la même ambiance et les mêmes réflexes, mais un peu les salles où tu sais, c'est des salles indépendantes où les mecs ils arrivent à survivre avec pas trop de communication, un Instagram flingué, mais tu vois que les gens ils ont le feu sacré, tu sais, ils animent leur communauté, ils ont le cours de tel jour avec les aficionados qui viennent à tel truc et tout. Et ça me fait kiffer. Tous les trucs, tout le monde. Ils connaissent tout le monde. C'est des entrepreneurs plein gaz parce que ils savent qu'ils ont besoin de tout faire pour animer leur vie locale, tu vois. Et ça me fait kiffer parce que t'as l'impression que t'as des petits bastions de résistance de les mecs, ils arrivent quand même à faire le métier qu'on a tous appris et à survivre au milieu de cet écosystème qui est quand même sauvage. Et à chaque fois que je vois ça, je les comprends et on se comprend, tu vois. Je vois les mecs et je sais que je fais les choses de façon différente, mais je vois qu'on a la même passion pour aider les autres et faire avancer et nourrir la vie, tu vois, de quelque façon que ce soit. Et c'est juste, tu vois, et t'as raison de reclarifier, parce que nous, tu vois, sur la communication qu'on prend, on est vraiment pro en ligne. Et on est biaisé, c'est normal, tu vois. Mais parce que c'est pour moi le meilleur modèle au monde pour les coachs sportifs. Et en fait, il y a pas mieux en tant que coach sportif, en tout cas pour, comme tu l'as dit, si t'as envie de liberté, d'avoir un revenu qui est prédictible, parce que du coup, quand t'es en coach en salle, t'as aucune garantie d'avoir le même montant à la fin du mois. Alors que quand c'est du en ligne, tu sais que tu factures mensuellement. Donc en fait, tu sais que tu peux te projeter sur les prochains mois. Exactement. Donc ta vie, elle est beaucoup plus simple si tu dois aller voir un banquier, faire ce que tu veux. Mais le coaching en présentiel, et c'est ce que je dis aux coachs qui veulent être que présentiel, c'est tu seras un meilleur coach en présentiel en faisant du en ligne. Parce que t'auras plus cette pression à te dire faut que je prenne n'importe qui en présentiel. Faut que je me mette la pression dessus. Je choisis à l'heure à laquelle je m'entraîne. T'es plus obligé de. Le problème des métiers de service quand tu viens et que tu te déplaces, c'est que les gens payent et ils ont l'impression que pour cette heure-là, tu leur appartiens. Ils te donnent les sous. C'est très vrai. Ils te disent ok, tu m'appartiens pendant 1 heure. Allez, vas-y, mais dis-moi quoi faire, fais-moi tes trucs. Let's go. Et c'est ça qui peut dégoûter certains coachs sportifs aussi du métier. Ce que t'as pas en ligne, parce que du coup en ligne, tu t'es créé ton image. C'est toi qui décides de bosser avec qui t'as envie de bosser. Et si les gens n'ont pas envie de rentrer dans ton cadre, s'ils comprennent pas que toi tu réponds à tes WhatsApp que de 10h à 11h le mercredi, que t'envoies les programmes et les trucs que le lundi, c'est tant pis pour eux. Mais en tout cas, toi t'as calibré ta vie, c'est à eux de s'adapter. Alors que quand tu fais du présentiel, généralement c'est l'inverse. Et c'est juste ça que je voulais reclarifier dessus pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi avoir lancé Bayesian ? Pour plein de raisons. La première, c'est un ras-le-bol de toute la broscience qu'on voyait sur les réseaux sociaux et dans les formations de coach. Enfin, avec tout le respect que je dois aux formateurs de BPGEPS, moi, j'ai passé l'année de mon BPGEPS à avaler des couleuvres et à être comme ça au fond de la classe, à me dire, mais les gars, c'est pas possible. En fait, où vous n'êtes pas allé à l'école, où vous avez aucune base de physiologie, de chimie, de mécanique, de physique, il y avait rien calé, tu vois. Genre,
Alors, j'exagère, je grossis le trait un peu parce que j'aime bien faire dans le drama quand même. On est youtubeur ou on l'est pas après tout. Mais j'avais 2-3 enseignants qui tenaient la route, qui avaient des bons réflexes professionnels, qui étaient des bons coachs, tu vois, qui avaient réussi dans les tranchées du coaching et qui le transmettaient bien. Mais globalement, scientifiquement, il y avait rien qui tenait la route, quoi. On apprenait des trucs qui dataient des années 60 et tout. Et moi, j'étais là, les gars, j'ai payé 6000 balles pour faire une formation que ma petite sœur, qui est brillante intellectuellement, mais à l'époque, ma petite sœur, elle avait 15 ans, que ma petite sœur pouvait faire sur un PDF en 4 jours, tu vois, vraiment. Parce que c'était indigent intellectuellement, le niveau. Et t'avais beau leur dire, les gars, il y a des mecs qui ont écrit là-dessus sur le développement de l'explosivité, l'hyperplasie, les filières énergétiques. Peut-être que on pourrait confronter les idées, les lire, échanger. Non. Nous, on va apprendre ça, c'est comme ça qu'on fait. Ok, super, génial. Tu vois, hyper dogmatique, hyper dans l'insécurité de c'est nous les enseignants, vous fermez vos gueules et vous écoutez et tout. Donc bon, déjà voilà, ça m'a bien plu. Mais il y avait trop de médiocrité en fait. Il y avait trop de broscience, t'entendais trop de trucs sur les réseaux, des fad diet, des trucs, des mecs qui racontaient n'importe quoi sur la science du métabolisme et les adaptations à l'entraînement et tout. Et moi, je suis un mec fondamentalement curieux intellectuellement, toujours à la recherche de la vérité, même si on est tous biaisés et humains et c'est normal. Mais j'essaye toujours de faire la part des choses entre voilà comment les choses fonctionnent. Si tu as envie de faire différemment parce que ça te correspond mieux, parce que ça te plaît mieux, ce qui est un paramètre extrêmement important, parce que ça t'épanouit mieux, c'est OK. Mais viens pas prêcher à toute ta communauté ou tous les gens qui te suivent et tout que le jeûne intermittent, c'est un truc révolutionnaire pour la santé, que manger des épinards avant de manger de la viande pour manger ses glucides à la fin, c'est la meilleure façon de tapisser son estomac pour réduire l'impact glycémique de tes repas. Tu vois, il y a des trucs qui me rendent fou. Donc, pour lutter contre ça, tu fais quoi? Tu cries plus fort que les autres en n'ayant pas plus d'arguments? Non. Bah, tu t'en remets à la source de la connaissance et la vérité, c'est-à-dire la méthode scientifique, les études, ce que la science et la recherche fondamentale, tu vois, sur les thématiques dures qui font le bread and butter de ce qu'on vend et partage tous les jours. Les mecs qui enquêtent et font des recherches en labo sur la nutrition, la physiologie humaine, l'entraînement, les adaptations à l'effort. Et ensuite, une fois qu'on a des billes et des datas qui tiennent la route et qui évoluent en termes de précision, de qualité et de pertinence d'année en année, là on vulgarise et là on discute, tu vois. Et après, vous voulez faire comme ça ou pas, ça regarde qui vous êtes, tu vois. Mais il y a une bonne façon de faire les choses et il y en a des moins optimales. Et du coup, animé de cette curiosité intellectuelle permanente et de cette volonté de transmettre aussi au plus grand nombre des connaissances de qualité vérifiées et fiables, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on monte une formation pour les passionnés d'entraînement comme nous et éventuellement les coachs pour leur apprendre ce qu'ils n'arrivent pas à apprendre ailleurs parce qu'ils ne l'apprendront pas en BPGEPS, ils ne l'apprendront pas sur YouTube, ils ne l'apprendront pas dans n'importe quelle fac parce que malheureusement, et ça me fait mal de cracher sur l'institution Univers française, tous les gens qui ont fait STAPS, vous le savez aussi, à moins d'arriver en Master et Ops et de commencer à avoir des enseignants qui sont pointus et tout machin, jusqu'au niveau de la licence STAPS, il y a des profs qui sont intéressants, il y a certains cours qui sont intéressants, mais il y a 70% de bullshit, tu vois. Il y a 70% de trucs qui datent des années 60 et qui sont tellement... C'est même pas que c'est des vieux enseignements, c'est qu'ils sont même plus pertinents dans le paysage intellectuel et scientifique d'aujourd'hui, tu vois. Donc tu dis comment est-ce qu'on peut prétendre créer de la valeur et de l'excellence et de la qualité dans un milieu qui, par définition, tourne sur des bases théoriques et de connaissances qui sont complètement flinguées. C'est impossible. Donc on s'est dit, on va créer une formation pour transmettre cette connaissance-là, de la connaissance de qualité qui vient d'un vrai background de recherche. Moi, j'ai des chercheurs qui bossent pour nous, qui bossent sur ces thématiques, qui font des expériences en labo, qui font des méta-analyses, qui rassemblent du contenu, qui font des exégèses de la littérature en permanence. Et là, on a des trucs qui tiennent la route et on peut les traduire en français, les vulgariser, les intégrer dans des contenus, faire de l'enseignement et avoir des gens qui vont vraiment se développer et qui, bizarrement, quand ils arrivent sur le marché du coaching, cassent tout parce que juste, ils sont plus malins, plus intelligents que les autres, plus ouverts d'esprit, mieux formés, qui savent de quoi ils parlent et que quand ils mettent des méthodes en place, ensuite, ça marche en fait. Non pas que tu puisses pas être un bon coach et avoir des résultats avec des méthodes de merde et des connaissances flinguées, il y en a. Parce que le coaching, c'est aussi un art de l'accompagnement, la psychologie, comment tu vas arriver à mettre en place des méthodes simples pour que les gens les appliquent et aient des résultats. Donc, tu peux ne rien connaître virtuellement à la science de l'entraînement et arriver à avoir quand même des résultats honorables en mettant des méthodes en place et en fliquant les gens et en étant derrière leur cul.
Mais nous, les gens qu'on avait envie de toucher avec Bayezan, c'est des gens qui sont comme nous, qui sont intelligents, qui sont culturellement ouverts, qui sont très ouverts d'esprit, avides de connaissances, qui ont envie d'apprendre des trucs et d'améliorer la médiocrité ambiante du monde du coaching. Et souvent, comme tu l'as dit, qui viennent de milieux professionnels où ils ont ces réflexes-là. Tu t'inventes pas ingénieur chez Airbus en ayant vu 3 vidéos sur YouTube. Tu vois, tu fais des études, tu apprends tes trucs, tu fais tes gammes, tu fais tes classes, tu te formes, tu prends de l'expérience. Et quand tu commences à devenir pertinent et que tu sais de quoi tu parles, tu commences à bosser, à créer de la valeur ajoutée dans ton milieu. Bah pareil dans le coaching en fait. Donc nous on les forme bien et une fois qu'ils sont formés, on les invite à continuer à se former, à ne surtout pas se reposer. Tu vois, le dernier truc qu'on leur dit à la fin de la formation, c'est la fameuse courbe Dunning-Kruger où tu penses que tu es là parce que tu as appris des trucs exceptionnels et en fait le champ de la connaissance il est tellement vaste que tu vas vite te rendre compte que tu es ici, que tu es à peine au-dessus de la limite de la médiocrité, que tu as progressé et que tu peux largement sortir la tête et les épaules du game, mais qu'il y a encore tellement de trucs à apprendre pour devenir plutôt bon qu'il faut que tu restes ultra humble, que tu te remettes en question sans arrêt, que tu restes super ouvert d'esprit et que tu continues tous les jours à apprendre, à te former et à avoir cette dynamique d'esprit en restant complètement ouvert et réceptif à tout ce qu'il y a pour devenir meilleur et pas partir dans un biais complètement dans n'importe quel sens et finir par faire de la merde parce que t'es resté avec tes œillères des trucs que t'as appris dans les années 60. Et ça, c'est l'une des grosses problématiques sur lesquelles c'est plus le doigt qu'on met, c'est le point directement en disant coach sportif qui sortent de BP. Tous. Je généralise, hein, je fais le connard qui généralise absolument tout, mais ils sortent de BP. J'ai ce qu'il faut pour être le meilleur coach sportif. Mais pourquoi tu crois ? Je n'apprends parce que je sais pas. Dis-moi. Alors, j'ai pas la solution ni la vérité, c'est pas le but. Le but, c'est qu'on en discute, mais je pense aussi parce qu'on est maintenant sur des générations qui veulent tout de suite, qui veulent aller vite, qui se disent que tu as juste besoin d'un passe droit, tu vois, d'un check, oh j'ai le diplôme, c'est bon, ou c'est bon, j'ai fait telle formation, c'est terminé, tu vois, et qu'ils ont pas cette démarche de continuer à apprendre, tu vois, genre je suis arrivé là quand tu étais coincé dans ton ascenseur, j'ai parlé avec tes équipes, moi je suis toujours en train d'essayer d'apprendre des trucs des gens, discuter, poser des questions. Tu vois, je suis arrivé, j'ai checké tout le matos, j'ai parlé avec ton ingé son, ton caméraman, comment on fait de ci, putain, la light, c'est trop bien, le background. Parce que je suis fondamentalement curieux de tout, tu vois. Et que je sais que tu peux tout apprendre de n'importe qui. Tu parles avec, tu vois, les gens ont trop de catégories de pensée socialement, il est en dessous de moi, il va rien m'apprendre. Mec, tu parles avec un éboueur, tu parles avec un menuisier, un maçon, un truc. Il y a des gens qui avant, en fait. Clairement, tu as des gens qui ont des milliards de trucs à t'apprendre dans tous les domaines de la vie. Et si tu n'as pas cette dynamique d'ouverture d'esprit et de curiosité, bah, tu vas pas aller très loin. Et je pense que les coachs qui réussissent, comme tu l'as dit, en fait, c'est pas ceux qui disent « j'ai passé un BP, c'est bon, c'est terminé ». Non, c'est ceux qui savent que tu dois te former toute ta vie pour continuer à progresser sur les chemins de la connaissance et te rapprocher le plus possible de la vérité et de ce qui est la meilleure façon de faire, qui va évoluer sans cesse en plus. Donc, ça n'a aucun sens de dire que parce que tu as appris des connaissances en passant un diplôme à un instant T, en arrêtant de te former, tu vas rester compétitif et tu vas continuer à avoir la science infuse. C'est impossible, tu vois. Surtout que tout est challengé constamment. Toutes les études sont constamment challengées, revues. Bien sûr. Potentiellement, ce qu'on sait maintenant, c'est faux. C'est le but. Et ça va être challengé après. La réplication des études, c'est un des processus scientifiques de vérification et d'amplification de la pertinence de la connaissance, tu vois. Et généralement, les coachs qui s'arrêtent en disant j'ai mon BP. Ouais. Il y a encore un pattern. Vas-y. Ce pattern, encore une fois, c'est je vais m'entraîner à la salle. Je me suis construit un body sympa. Ouais. On me dit, beau gosse, t'es musclé, ce que tu veux. Je me dis, tiens, il y a peut-être des sous à faire. Comment est-ce que je peux dire au mec, là, les gars, sans que je me fasse virer par le mec de la salle, comment je peux aller le coacher directement et l'accompagner et justement qu'il puisse me payer 50 € de l'heure pour gagner mon oseille. Ah bah, il faut avoir un diplôme. Bon, bah, s'il faut avoir un diplôme, je vais faire mon diplôme. Ok, je vais récupérer mon diplôme. Et maintenant, je peux aller faire payer les gens pour que je leur donne, je dis quoi faire. Parce que moi, j'ai réussi à le faire de ma méthode comme je l'ai fait. Et je suis sûr et certain que ma méthode va marcher chez tout le monde. Voilà les coachs sportifs. Je suis assez d'accord. C'est affreux. En fait, c'est les pires. Mais c'est les pires, mais c'est pas de leur faute. Je pense qu'il y a un besoin de sécurité dans la vie qui est, et tu vois, on le fait depuis 1 heure là. On a, à notre manière, chacun réussi à s'épanouir et à être heureux dans la dynamique entrepreneuriale qu'on a eue.
forcément on prêche pour notre paroisse. Ouais. Et depuis tout à l'heure, on parle du coaching en ligne et de la façon. Peut-être que ma méthode, c'est pas la bonne. Peut-être qu'on peut être pas ouvert d'esprit, être pas curieux intellectuellement et réussir sa vie, tu vois. Je sais pas. Mais forcément, on est toujours biaisé. Donc, c'est normal, je pense, que les mecs qui ont peu d'horizons d'ouverture ou qui ont eu peu d'influence ou qui n'ont pas eu la chance d'être enrichis par des gens qui pensaient bien, qui pouvaient leur transmettre des trucs intéressants et d'autres façons de faire, se disent moi j'ai réussi comme ça, c'est la méthode qui marche, il y a que comme ça que ça fonctionne, tu vois. Je vais te faire des plans alimentaires super rigides, tu vas manger du poulet brocoli tous les jours, tu vas faire de l'après-fatigue, des drop sets et tout machin parce que ça marche. Ouais, ça marche. Est-ce que c'est la seule façon d'y arriver? Sans doute pas, mais c'est la seule qu'ils connaissent en tout cas. Donc je pense que moins t'as d'outils, moins t'as de catégories de pensée, moins t'as de patterns que tu peux déployer pour t'adapter au contexte de la vie qui sont extrêmement exigeants et multiples, plus t'es obligé de te cramponner au peu d'outils que t'as pour montrer aux autres que ça marche parce que toi, tu t'en es sorti, ça a marché pour toi et du coup, tu veux montrer aux autres que ça marche. C'est pas une solution de long terme, je pense. Mais effectivement, il y a ce pattern qui est un peu... C'est vraiment les deux types... pour encore une fois faire de la généralité là-dessus, c'est ok, t'as fait ça, tu crois que parce que tu l'as fait, tout le monde peut le faire et à ta sauce en plus, et que toi, mec de 2 mètres, en plus, qui hyper répondant au exactement. sport avec une génétique de ouf, ça va marcher pareil sur tes clients Exactement. qui Alors sont que sédentaires, qui aiment pas s'entraîner. Exactement. Clairement. Alors que les personnes qui sont en reconversion, elles sont en mode ok, il faut que je réapprenne Exactement. tout. Du coup, je suis curieux. En fait, ce qui manque, et ces coachs sportifs là, et si tu nous écoutes et que tu fais partie de ces coachs sportifs là, ce qui manque juste, c'est que quelqu'un te le dise, que quelqu'un juste t'ouvre un peu, peut-être, ouais. étende un peu ton horizon dessus, mais il faut être capable juste de se dire, juste dis-moi ce que tu as à dire. Ok, je te laisse 5 secondes, juste dis-moi ce que tu as à me dire en fait, et d'y réfléchir. La vie a plein de leçons à nous apprendre, mais on n'est pas toujours apte ou capable de les accepter ou de les accueillir, tu vois. Et même là, toi et moi, on passe tous les jours à côté d'opportunités d'apprentissage ou de développement parce qu'on est dans une période de nos vies où c'est pas le moment. Ouais. Et c'est ok, tu vois. Et encore, on dit, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Mais vraiment, tu vois, il y a des moments où tu es convaincu que tu fais les choses bien, que c'est le bon truc. Tu vas te dire, ah non, mais cassez pas les couilles avec vos trucs et tout. Et même moi, tous les ans, je reviens sur des décisions que j'ai prises et des trucs, je me suis dit, finalement, peut-être que là, c'est le moment de faire ce truc que je repousse depuis des années. Je le fais, je me dis, ouais, ok, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'était pas le moment. Et jusqu'à que tu manges un mur, en fait. C'est généralement ça. Exactement. C'est généralement quand tu te manges un mur, quand tu as des difficultés, quand tu as vu quelqu'un le faire. En fait, c'est pour ça que, après, nous, c'est notre rôle de maximiser les sources d'inspiration pour ces coachs sportifs-là, de maximiser... Montrer la voie, montrer les options. Après, les gens avancent dans la voie qu'ils veulent. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que les filles ont le même profil? Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle de coachs qui sont des mecs souvent, et moi, c'est souvent des mecs que j'ai vus avec ce profil-là. Est-ce que tu as l'impression que les filles ont plus de facilité à être ouvertes d'esprit, se remettre en question, changer leur méthode, être davantage à l'écoute et qu'elles sont plus malines dans la façon dont elles avancent comme ça? Oui. Et pour un truc simple, je pense, c'est que sur l'éducation de la société, on part sur autre chose, mais porté sur l'éducation des jeunes filles et des filles. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que les femmes ont un truc qu'elles n'arrivent pas à se retirer, c'est le syndrome de l'imposteur. Et ce qui fait qu'elles, constamment, elles se remettent tout le temps en question. Okay. De façon... de façon naturelle entre guillemets, elles se remettent en question dessus, elles se disent est-ce que ce que je fais c'est assez bien, est-ce que ce que je fais c'est assez pertinent, est-ce que ce que je fais c'est dans la bonne voie, et du coup elles sont toujours en train de se challenger, d'avancer, d'apprendre, et elles pour le coup c'est vrai que dans ma tête quand je c'est pour ça je te voyais partir sur ce bilan, je me suis dit tiens je vais le challenger là-dessus. C'est exactement le feedback que j'en ai aussi, tu vois. C'est que généralement cette propension à peut-être douter, mais peut-être se remettre en question, ce qui pourrait passer pour un frein ou une limite parce que t'es pas sûr de toi et tout machin. En fait, je pense que dans le coaching et dans l'accompagnement ou la proposition de valeur et tout, c'est un vrai atout parce que t'as l'intelligence de t'auto-évaluer en permanence et d'essayer de mettre la barre plus haut. Ok, intéressant. Mais ça, on le voit aussi chez les grandes entrepreneuses, tu vois, et pareil, quand tu discutes avec elles, elles ont l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, tu vois, alors qu'elle a fondé une boîte qui est énorme, qu'elle a revendue. Tu vois, le cas récemment, et j'en parle beaucoup, c'est que, tu vois, on avait invité la fondatrice de Litchi. Elle m'a dit, mais du coup, qu'est-ce que je vous ai à raconter?
Je te garantis que dans ma boîte mail LinkedIn, dans mes messages, Ouais. je reçois constamment des messages d'entrepreneurs. Et là, je te parle pour la partie Flomodia, mais d'entrepreneurs qui veulent passer sur la scène Flomodia en interview, ce que tu veux, Ok. qui n'ont pas fait 1% de ce qu'ont fait des nanas incroyables. Et ces nanas, jamais t'as des nanas qui me contactent pour me dire j'aimerais passer. Jamais. Mais en plus de ça, quand tu les contactes, t'es sûr que je suis la bonne personne. Potentiellement, t'as d'autres personnes qui sont. Et je pense que t'as ce même biais-là dans le coaching, tu vois. Elles ont pas peur de se remettre en question. En fait, elles cherchent toujours à faire mieux. Et ce qui fait que j'ai jamais croisé une coach mauvaise. T'es d'accord? Moi, j'avais ce biais où généralement, quand je débarquais dans des salles et que je voyais des coachs médiocres, j'allais toujours parler aux nanas qui coachaient parce que je savais que par définition, en fait, déjà, elles évoluent dans un milieu de mecs où l'ego est quand même extrêmement prégnant. Elles ont rarement le physique pour pouvoir, tu vois le cliché du coach qui est énorme Ouais. et qui est légitime juste parce qu'il est énorme. Et du coup, bah, tout le monde va aller vers lui parce que du coup, comment je peux faire pour perdre du gras, prendre du muscle? C'est simple, voilà. Les nanas ont pas ça par définition. Donc, forcément, elles vont devoir mettre en place des outils et des armes qui fait que si elles arrivent à s'en sortir aussi bien ou mieux que les autres, elles ont compris des trucs que les autres n'ont pas besoin de mobiliser, tu vois. Et souvent, bah, t'apprends plus avec des gens qui, entre guillemets, payent un peu moins de mine, tu vois. Parce que tu sais que ils voient des trucs que les autres n'ont pas besoin de regarder, en fait. Ouais. Et moi, j'ai appris des trucs beaucoup plus intéressants en parlant avec des nanas qui coachaient et qui le faisaient bien plus intelligemment, surtout en termes de relations interpersonnelles, de compréhension des besoins de leurs clients, d'accompagnement psychologique, de comment se rendre à la fois essentiel et en même temps rendre leurs clients le plus autonome possible et tout machin. Moi, les vraies épiphanies que j'ai eues, c'est surtout avec des nanas. Intéressant. Je m'étais pas reposé cette question-là depuis longtemps. C'est vrai, mais on me l'a jamais posé non plus. Là, quand tu me le poses, justement, comme tu as dit, t'as les connexions qui se font, les fils qui se touchent. Les fils qui se touchent là-dessus. Toi, dès le début, parce que généralement, là, on est dans la phase du podcast où je parle de pricing, de choses comme ça, mais il y a autre chose qui m'intéresse dans ce que toi tu proposes, c'est sur le contenu. Okay. Parce que dès le début, donc on est en 2015, en 2016, déjà que lancer une chaîne YouTube aujourd'hui, c'est galère. Ouais. Toi, tu l'as lancé en 2015-2016. Ça a été quoi ta pensée, ta stratégie? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu t'es dit je vais créer du contenu? En fait, c'est exactement le moment charnière que je t'ai expliqué là après le carnaval de Rio en 2016 où je vois mes clients qui me quittent et tout, je me dis wow, attends, qu'est-ce que c'est que ce beans? Il faut que j'arrive à dématérialiser mon offre et à ce moment-là, je prends j'allais dire une masterclass, je suis vraiment pompeux comme mec. Je prends un cours collectif au Clé. Mais c'était un truc un peu différent, tu vois. Je me dis, ok, il me file un créneau et il me dit, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. On avait la chance d'avoir la liberté au Clé de pouvoir créer notre valeur ajoutée, faire des cours qui nous ressemblaient, tu vois. Et moi, j'avais pas envie de faire un truc de step, de machin, de muscu avec des barres et tout. Et je fais un truc, bah vas-y, on fait un truc expérimentation. Je mets de l'animal flow. J'étais vachement dans la mouvance Ido Portal, découverte du mouvement. À ce moment-là, je kiffais de ouf et tout. Je m'entraînais comme ça aussi. Je me disais, bah on va faire un truc. On va faire à la fois du renforcement musculaire et des trucs que les gens ont pas l'habitude de faire. Recréer du lien social, faire des trucs en groupe. Je les faisais faire des trucs cons, mais des trucs qu'on faisait, tu vois, dans les sports de combat que moi j'affectionne, de la brouette, se porter, faire des trucs, du travail d'opposition et tout. Et les gens, j'avais que des éclats de rire. Il y avait des sourires non-stop dans mes cours et les gens, ils kiffaient, tu vois. Ils expérimentaient des trucs nouveaux. Socialement, ils sortaient de leur zone de confort complètement parce qu'ils étaient dans des jobs où ils étaient en costard cravate, en petit tailleur, chemisier, machin. Et là, ils étaient dans la sueur, ils étaient tu vois, un 100% physique à l'intérieur d'un cadre hyper huppé, machin et tout, où les gens, ils pouvaient déconstruire complètement leur barrière sociale, mettre les mains au sol, tu vois, se rouler par terre, expérimenter, toucher des textures, faire des trucs comme ça. Je kiffais de ouf. Et en fait, quand je sortais du cours, j'avais toujours des gens qui venaient me parler, qui me disaient putain, mais c'est vachement intéressant ton approche, comment tu fais ci, puis t'es fit, comment tu manges et tout, machin, tu sais, qui me posaient des questions. Et moi, bah, j'avais toujours, je m'organisais pour avoir toujours un peu de temps après les cours pour interagir avec les gens, discuter, créer des liens. C'est comme ça que j'ai récupéré des clients aussi, tu vois. C'est con, mais t'es dans la salle, bah, t'as envie de parler avec les gens et de montrer que t'es humain et que éventuellement ils vont se reconnaître en toi et qu'ils vont pouvoir t'accompagner, tu vois. Et en fait, à chaque fois que j'ai expliqué un truc à un client, j'avais toujours les gens qui étaient là avec leurs serviettes, qui étaient peut-être un peu plus timides ou qui voulaient pas déranger et tout, et qui auraient eu des questions à poser mais qui voulaient pas le faire, et qui étaient là, qui écoutaient, qui étaient là, putain,
tu vois, je voyais qu'il était là, c'est intéressant et tout. Et généralement, donc moi, je parlais avec la première personne qui m'avait posé la question. Puis je me rendais compte qu'il y en avait d'autres à côté, donc il fallait peut-être que j'élargisse un peu le dialogue. Mais en même temps, tu sais, t'es dans un lieu qui est un peu, voilà, intimiste et tout, donc tu parles avec la personne. Et en fait, la personne partait en mode, ah, merci, c'était trop intéressant et tout le truc. Elle partait. Et là, j'avais un mec qui arrivait qui disait, excusez-moi, j'ai pris la discussion en cours de route, mais là, ce que vous expliquez sur les glucides et tout machin, vous pouvez me réexpliquer, j'ai pas bien compris. Et t'étais là en mode, ah, mais ouais, j'ai un coaching dans 1 heure, il faut que j'enchaîne, c'est à l'autre bout de Paname et tout. Et limite, t'avais envie de prendre la personne à qui t'as expliqué, tu dis, bah, tu veux pas lui transmettre le truc parce que j'ai pas le temps. Et en fait, ce scénario-là s'est répété genre une bonne 30aine de fois. J'ai mis un moment à comprendre. Tu vois. Et je me suis dit, à un moment, pareil, j'ai les fils qui sont touchés, je me suis dit, mais attends, mais plutôt que d'expliquer et de dire la messe à une personne, puis à une autre, puis à une troisième, puis à une quatrième, et au final, je me rendais compte aussi avec la fatigue, tu sais, quand tu coaches beaucoup dans la journée, tu deviens, t'as des discours qui sont un peu automatiques, puis les biais des gens et leurs obstacles psychologiques, c'est un peu toujours les mêmes, et du coup, tu dis, bon, bah, t'as des pain points qui sont très identifiés, tu sais exactement ce dont ils ont besoin, avant qu'ils te posent la question, tu vois comment ils arrivent, les blocages qu'ils ont, tu sais à peu près comment tu vas pouvoir les aider, puis psychologiquement, tu progresses vachement en faisant ça aussi. Je me dis, mais attends, je vais pas passer ma vie à expliquer des trucs à une personne, alors que peut-être je pourrais faire une vidéo ou un truc ou un contenu ou écrire un livre ou un machin qui soit à dispo, que les gens vont pouvoir consulter et dire, bah tiens, avant qu'on commence à s'entraîner ensemble ou avant les courses, tu veux des conseils sur l'hygiène de vie, la nutrition, le sommeil, ah, la caféine, t'as des problèmes aussi, vas-y, tu veux arrêter de fumer, vas-y, tu vois. Je me suis dit, comment je fais, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai un pote qui s'appelle Darko, qui est, c'est le seul mec de l'espace public qui s'appelle Darko, donc je pense que les gens le connaissent parce qu'il a fait de la télé-réalité maintenant, il a une énorme chaîne YouTube, il a plus d'1 million d'abonnés et tout. C'est lui qui fait une émission récemment, non? Je sais pas, où il fait, non, c'est pas lui. Je me trompe de personne. Qui fait quoi? Où il pose des questions, soit tu réponds et ça passe. Et... Sur YouTube? Ouais, non, c'est ça. Sur YouTube, il a pas mal de concepts comme ça, ouais. Et en fait, Darko, à l'époque, il est comme moi, il s'entraîne, il est passionné d'entraînement et il a une petite chaîne YouTube. À l'époque, il a 15 000 abonnés. Pour moi, c'est une star. Pour moi, c'est le mec. Il fait des vidéos en anglais. C'est incroyable. Il est là, il motive les gens. Je crois que sa chaîne, elle s'appelle Dream Story, tu vois. C'est succès à l'américaine et tout. Et Darko, on est potes, on s'entraîne ensemble et tout. Et Darko, il me dit, mais attends, mais là, ce que tu me racontes, mais fais une chaîne YouTube. Je lui dis, comment ça? Il me dit, bah là, tu prends tes trucs, tu te filmes. Au lieu de raconter des trucs à tes clients, tu te filmes face caméra et puis tu le mets sur Internet. Je dis, mais je sais pas faire, j'y connais rien et tout, machin. Il me dit, bah vas-y, tape Google, comment faire une chaîne YouTube, tu vois. Et littéralement, je vais dans YouTube et je fais comment publier une vidéo YouTube, tu vois, parce que j'y connais que dalle. Et moi, je suis un gros consommateur de YouTube parce que j'adore ce média. En fait, depuis 2009, je sais pas quand c'est la création de YouTube, peut-être 2008, 2007, mais très tôt, je découvre ça, je suis fan, parce que ça me permet de, tu vois, moi, je suis un mec aussi visuel, matériel, un peu manuel, mine de rien, même si ça paraît pas, mais quand j'ai envie de comprendre vite comment faire un truc physique qui s'explique difficilement avec des mots, comment faire un salto arrière, comment passer tel mouvement, comment bricoler ou réparer un truc, j'ai besoin de le voir. Et du coup, YouTube, je me dis, et les premières vidéos YouTube, c'est ça, c'est du how-to, tu vois, c'est comment faire ci, comment faire ça. Tu vois le mec qui fait, ah ok, vas-y, je vais essayer de faire pareil, tu vois. Et donc, je consommais YouTube de ouf sur des techniques d'entraînement, des trucs comme, j'ai aucun problème avec les langues, j'ai accès à une aire culturelle d'américain, d'anglais, de trucs de partout aussi, tu vois. Donc, je m'enrichis de tout ça. Mais jamais je m'étais dit, bah, moi aussi, je pourrais créer du contenu. J'étais un consommateur, tu vois. J'allais sur YouTube et je tapais des trucs que je kiffais et tu vois, j'entretenais mes passions et mes centres d'intérêt via ça. Par des mecs qui faisaient ça et qui te montraient leur vie et je kiffais, tu vois. Pas pour du divertissement, vraiment pour de la transmission de connaissances et de savoir-faire, tu vois. Et quand il me dit ça, je me dis, mais ouais, en fait, pourquoi pas, tu vois. Et donc, je filme une première vidéo sur les premières vidéos que je fais, c'est des questions de mes clients, littéralement. Comment perdre du gras avant l'été? Comment mieux dormir? Comment arrêter l'addiction à la caféine? Comment les 3 trucs simples à mettre en place dans sa nutrition? Et je fais ça, je les filme, je les mets au début, je les mets sur Facebook parce que j'ai même pas YouTube. Et j'ai des gens qui like, qui commencent à interagir. Oh, c'est stylé, j'ai jamais vu ça comme ça et tout, machin. Et Darko me dit, vas-y, lance-toi, crée la chaîne YouTube, mets-les sur YouTube, tu verras bien, tu t'en fous. Je dis, ok, je fais ça, je crée la truc et tout, machin. Et là, je commence à avoir des gens que je ne connais évidemment pas et qui me disent, putain mec, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est trop intéressant, merci pour ta vidéo, c'est cool ce que tu fais, continue. Et qui postent ça sous mes vidéos, tu vois. Et je me dis, oh, attends là, ces gens que je connais pas. Parce qu'au début, j'envoyais les vidéos à mes clients, je dis, tiens, regarde la question que tu m'as posée, vas-y, j'ai fait un petit truc un peu théorique, j'ai mis des recherches, il y a du biscuit, ça va t'intéresser, vas-y, oh, merci, c'est cool et tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens que je ne connais pas, qui me répondent. Et naïvement, je m'étais pas du tout dit que ça allait se passer comme ça. Je pensais que c'était juste des trucs qui allaient être là comme des banques de données, un peu une bibliothèque en ligne de mes meilleurs conseils, et que ça allait être pour mes clients et que j'allais pouvoir les envoyer là, les référencer, et que éventuellement les gens de la salle, le clé, ça allait en parler un peu, ils allaient voir que j'avais de l'expertise et que ça allait marcher comme ça.
Et là, en fait, de fil en aiguille, je continue à faire ça parce que je kiffe, je me prends au jeu. Je suis plutôt à l'aise face caméra. J'aime bien, tu vois, exposer des concepts et manier des idées et les transmettre. Et là, j'ai des gens que je connais de nulle part et qui me disent qu'ils kiffent et qui s'abonnent, tu vois, qui décident de me suivre et de continuer. Et là, ça part, en fait. Et là, je comprends que, en fait, je peux avoir une audience qui est beaucoup plus large que simplement les 10, 15, 20 personnes que j'ai dans mes cours collectifs, que les 5, 6, 10, 12 clients que j'ai sur le Gym4 au Clé. Et qu'en fait, je vais pouvoir toucher une audience, quoi. Et à l'époque, j'ai aucune idée j'ai jamais suivi les Squeezie, les Gotaga. Je suis pas du tout dans le gaming, ces trucs-là et tout. Donc, toute cette industrie du sponsoring, de la YouTube Money et tout, j'y connais rien, ça m'intéresse pas. Et je me dis pas, je vais pouvoir vivre de ça. Je me dis juste, ok, je vais faire un truc cool, c'est un bon délire, ça me permet de mettre de la connaissance en ligne et de réseauter avec des gens qui sont intelligents et qui sont curieux intellectuellement comme moi et qui veulent apprendre. Vas-y, on va faire ça, tu vois. Et en fait, là, ça pète. Enfin, ça pète pas fort ni vite, tu vois. C'est juste que ça se développe petit à petit et j'arrive en 6 mois, j'arrive à 5-6 000 abonnés. Et là, j'ai des marques qui commencent à me contacter. J'ai MyProtein qui me dit ah putain, est-ce que tu veux pas être ambassadeur chez nous Tu viens, on te file des fringues, de la bouffe, des compléments alimentaires, on t'envoie à Londres rencontrer des athlètes, machin. Comme tu parles anglais, on te fait faire des trucs en anglais, c'est stylé, puis on te paye, tu vois. Et là, je suis là, oh là, il se passe un truc, tu vois. Et c'est le tout début, tu vois. Il y a Thibaut InShape qui est, voilà. Et il y a 2-3 athlètes, t'as Marine Leleu, machin et tout, mais t'as 2-3 gros stars et des têtes d'affiche. Et à côté, il y a rien, tu vois. Ouais. Et moi, on me propose de mettre un pied là-dedans juste parce que j'ai accepté de partager ma vision et mes connaissances et mes savoir-faire avec des gens gratuitement, tu vois. Et je me dis, oh, ça, c'est incroyable. Et là, je comprends comment ça marche. Je mets le pied dans une industrie où, en fait, tu te rends compte que tout est monétisable, que tu peux avancer, vivre de ta passion en ligne, en juste partageant tes connaissances avec des gens qui les kiffent, entretenir cette relation-là qui achètent avec ta communauté. Les programmes, etc. Et... Parce que du coup, en fait, ça part de là. J'aimerais, pour conclure ce podcast, qu'on va devoir libérer le studio, mais pour moi, aujourd'hui, et encore une fois, nous, on aime bien être dans le... Si nous on prend position, tu vois, il y a un truc que j'adore dire, c'est sur la création de contenu. Ouais. Moi, j'adore dire, tu peux être le pire des coachs sportifs qui existent sur cette terre. Si t'es bon en marketing et en contenu, tu vas vivre de ton activité. Parce que tu auras toujours des nouvelles personnes que tu vas toucher, les autres vont partir, ça va revenir, tu vas vivre de ton activité. Tu peux être le meilleur coach sportif que cette planète ait la chance d'avoir. Si personne ne sait quitter que tu existes, tu ne vivras pas ton activité. Et je prends les extrêmes parce que aujourd'hui, il faut que les coachs sportifs aillent créer du contenu parce que tu as vu l'impact que c'est. Et en fait, tu en as beaucoup qui se disent, il faut que j'ai des millions d'abonnés pour vivre de mon coaching. Si tu as 500 abonnés. Les gars, j'ai des élèves bayésianes qui ont 1500 abonnés, qui gagnent 12 000 euros par mois avec leur coaching. Et même moi, ça m'a mis une tarte. Parce que mes élèves, j'ai tous les petits secrets de Polichinelle et que comme ils ont confiance en moi depuis le début, ils partagent plein de trucs avec moi. Quand j'ai vu ça, déjà, j'ai compris que je mettais mes metrics dans des trucs qui étaient pas bien parce qu'il y a une période où j'étais en mode dans le YouTube game, où je voulais faire des gros feats et avoir une grosse chaîne et tout. J'ai compris que c'était pas mes valeurs, que c'était pas moi et que surtout, ça ne servait à rien. Vous avez pas besoin d'avoir des communautés gigantesques pour vivre de votre passion. Et ça, c'est un truc, c'est une croyance extrêmement ancrée. Parce que moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, mais attends, il y a Thibaut InShape, il a 5 millions d'abonnés, qu'est-ce que tu vas faire? Mais t'as pas besoin d'avoir 5 millions d'abonnés ou d'être Thibaut InShape pour vivre confortablement de ta passion. T'as juste besoin d'être authentique, de partager tes valeurs sans mentir à ta communauté en disant qui tu es, les défauts que t'as, les qualités que t'as, les aspirations dans la vie que t'as, comment tu veux vivre ta vie et quelles sont tes valeurs pour que les gens se reconnaissent en toi et se projettent. Et juste être sincère avec ta démarche et partager des trucs avec le cœur pour améliorer la vie des gens. Et ensuite, ça va se faire tout seul. Enfin, si vous êtes bon. et c'est la plateforme la plus compliquée, la plus dure, qui fait pas du bien à l'ego au début, qui pour moi est la meilleure à développer, c'est YouTube. Je pense. C'est la plateforme qui, le travail que tu fais aujourd'hui, vivra toute la vie de la chaîne YouTube. Oui, parce que c'est du contenu qui va rester en ligne tout le temps. Et moi, je me suis rendu compte de ça aussi quand j'ai commencé à intégrer des grosses marques, genre Gymshark, qui était venu me chercher en 2017 à l'époque, alors que
personne n'en entend parler en France et tout. Moi, je les suis depuis des années. C'est une aventure entrepreneuriale incroyable. Et quand j'ai un mail du responsable du sponsoring envoyé par Ben Francis qui me dit « Antoine, on a vu ton profil, on aimerait trop que tu sois avec les Gymshark », je suis en mode « Ok, peut-être que je commence à faire les choses bien et ça fait 6 mois que je bosse sur ma chaîne YouTube et ça paye. » Et là, je vois les rankings et les grilles parce que je suis très pote avec un mec qui est chez Gymshark, qui est Noël Mac, qui est maintenant le directeur de la marque et qui est un amour. Il me montre comment il rétribue les athlètes. Et là, je vois qu'il y a des grilles en fonction de la plateforme de laquelle tu viens et sur laquelle tu performes le plus. Et les YouTubeurs, on est tout en haut. Ouais. T'as YouTube, Instagram, et après TikTok et consorts. Et en fait, avoir une petite communauté engagée sur YouTube, ça a 1000 fois plus de valeur que d'avoir une communauté un peu plus sympa sur Instagram ou une énorme communauté sur TikTok. Tu vois. Je préfère avoir 50 000 abonnés sur YouTube que 2 millions d'abonnés sur TikTok. 1000 fois, pareil. Mais par contre, c'est une plateforme. En fait, ce qui est dur avec YouTube, et quand je dis à des coachs sportifs de se lancer, je leur recommande jamais YouTube au début. C'est pas simple. Je pense qu'il vaut mieux commencer avec Instagram. Exactement, c'est Instagram, TikTok, parce que... Sans doute. C'est du contenu plus simple, tu peux faire plus d'erreurs. Exactement. Et en plus, tu fais un Reel, tu peux le poster sur TikTok, Short, partout. Oui. Et surtout, la seule raison pour laquelle je les pousse à faire ça, c'est que t'as ton ego ça impacte, parce que dès que tu sors un truc, par exemple, tu fais 1000 vues, c'est mieux que 3 vues sur YouTube quand tu vas lancer ta chaîne YouTube, ce qui va vraiment arriver. Ce qui va vraiment arriver. C'est très dur. Ouais. J'ai mis, je crois que j'avais fait le calcul, j'ai mis, attends, je l'ai noté, je veux pas vous dire de conneries. J'ai mis 1 an et demi à avoir, attends, je vais retrouver la note, avoir ma première vidéo qui pète. Ouais. Et où la note? Et j'ai mis, ok, j'ai fait 194 vidéos avant d'en avoir une qui dépasse les 100 000 vues. Ça te donne une idée. Et j'ai atteint uniquement les 5000 abonnés au bout de 1 an et demi de travail. Tu vois, donc quand les gens te disent... De travail constant. Ah, mais je charbonnais. À ce moment-là, j'étais en mode, ok, là, maintenant, c'est là-dessus que je veux réussir. Le coaching, c'est génial. Je continue et je mets toute l'énergie qui me reste après mes trainings et mon boulot sur YouTube, tu vois. En mode side hustle, sale, tu vois. Et les gens me disaient, ouais, ça va péter, ça va faire comme Thibaut InShape, ça va être exponentiel. Ça n'a jamais fait ça. Non. Mais j'ai jamais eu besoin de ça pour m'épanouir et à vivre de ma passion, tu vois. Surtout, c'est pas les objectifs que t'as, parce que du coup, entre les objectifs d'un Thibaut et ceux d'un Antoine, c'est pas pareil. Clairement. Mais c'est juste, en fait, comme tu l'as dit, les gens aujourd'hui, et on pourra, et je te poserai une dernière question pour conclure juste après ça, mais les gens, les coachs, les gens, tout le monde veulent tout de suite. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens regardent TikTok, Insta, parce que c'est fast. Ton contenu va durer 24 heures, mais t'as fait 5000 vues sur ton TikTok. Donc t'es en mode, en fait, ces 5000 vues, qu'est-ce qu'elles valent vraiment? Ça va rien. Alors que par contre, quand tu commences sur YouTube, moi je me souviens, et tu vois, par exemple, aujourd'hui, YouTube, c'est tout ce qui draine l'acquisition de Gymkey. Avec le Insta qu'on a commencé à faire, mais tout part de YouTube. Et quand on a commencé, il faut assumer auprès des potentiels clients, de tes proches, de ce que tu veux, que tu sortes 3 vidéos par semaine et que tu fasses 3 vues, 6 vues, 8 vues, et que tu continues à te dire, je continue à le faire. J'ai fait 10 vues sur ma vidéo, mais je continue à le faire parce que c'est 10 personnes qui l'ont vu, c'est 10 personnes pertinentes, c'est 10 personnes qui ont regardé les 5 minutes de vidéo. Ça n'a rien à voir avec les 30 secondes en Reel, c'est TikTok. Mais ça, il y a très peu. Il y a très peu de gens qui veulent le faire. Donc toi qui regardes et qui écoutes, si tu le fais, t'as déjà une avance sur tous les autres qui ne le font pas. Je pense que c'est dans la réponse, elle est dans la gratification différée ou instantanée. Tu vois, tu l'as mentionné, tu fais un TikTok, t'as de la chance, tu fais 1 million de vues. Ok, ça sert à quoi? Tu fais des vues sur YouTube, ça va pas marcher, mais tu vas commencer à avoir des gens qui s'intéressent vraiment à ce que tu fais. Moi, quand je reçois des messages de gens qui me disent « Je te suis depuis 2016, j'ai perdu 45 kilos, t'as changé ma vie, j'ai plus de problème avec mon diabète, j'ai trouvé une femme merveilleuse, machin, je suis épanoui et tout machin. » Ok, terminé. Je me dis « C'est bon, je peux mourir demain, ma vie, elle est faite. Le sens de ma démarche, il est là. J'aide vraiment les gens et quand ils mettent en place les trucs que je raconte dans mes conneries de vidéos YouTube, ça change leur vie, tu vois. » Je pense qu'on reconnaît la compétence ou d'un entrepreneur ou d'un coach ou de quelqu'un qui va réussir dans sa démarche à la capacité qu'il a à continuer à charbonner quand les planètes sont pas encore alignées, qu'il n'a pas tous les feux au vert.
Si tu fais une vidéo YouTube qu'elle fait 1 million de vues, c'est facile, tu vois. Moi, le nombre de potes qui m'ont dit, frère, je veux faire une chaîne YouTube et tout machin, apprends-moi, montre-moi, je leur ai mis le pied à l'étrier aussi bien que possible. Ils ont fait une vidéo, elle a pas marché, une deuxième, elle a fait 54 vues, une troisième, machin truc et tout. Ils ont fait 3 vidéos, ils ont lâché et la chaîne, elle se fera jamais. Bah, en fait, un mec qui performe, c'est juste un débutant qui a pris des tartes dans la gueule depuis le début et qui a accepté de ne pas lâcher jamais. Au bout d'un moment, l'effet boule de neige, le cumul, tu fais des erreurs. Ça marche pas parce que t'es mauvais au début. C'est normal. Tu sais pas faire. Tu vas apprendre, tu vas devenir meilleur, tu vas faire des erreurs, tu vas te rendre compte que tu as fait des trucs qui étaient cons, tu vas les changer, tu vas essayer, changer des trucs, tu vas trouver la recette au fur et à mesure. Sauf que ça ne se fait qu'avec l'expérience. Tu peux pas prétendre faire des vidéos qui font 1 million de vues quand on n'a jamais fait et en pensant que tu as tout compris, à moins que tu aies une culture incroyable et que tu sois une éponge et que tu aies une intelligence stratégique du truc et que sans avoir jamais rien fait, tu as déjà tout compris. J'y crois pas. Mais tu as des mecs qui comprennent beaucoup plus vite. Tu as des mecs, ils ont 50 vidéos sur YouTube, ils ont 2 millions d'abonnés. Respect à eux. Moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. J'ai été beaucoup plus besogneux. J'ai 800 vidéos sur YouTube, tu vois. Mais dans chaque vidéo, il y a de la valeur ajoutée, une promesse et des trucs qui aident les gens, tu vois. Surtout que, et avant de te poser la dernière question, ce qui m'étonne, moi, quand j'en parle à des coachs sportifs, c'est que ça doit être eux les premiers à comprendre l'intérêt par définition, d'attendre pour avoir des résultats. Par définition. Mais tu dis, mais attends, est-ce que ton client qui vient de voir, qui dit je veux des abdos pendant 3 jours, est-ce que tu lui dis que c'est possible ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Pareil. C'est la même métaphore. C'est pareil. Rome, c'est pas fait en un jour. Je pense que le problème, c'est que les gens, ils vont vers cette solution en se disant que ça y est, ça va booster leur travail et leur création de valeur ajoutée, mais qui sont un peu pendus et qu'ils ont pas le temps. Parce que ça prend un temps de ouf. Il faut acheter du matos, il faut se former, il faut regarder des tutos sur YouTube, il faut voir comment tu poses une lumière, un son, un micro, une caméra et tout. Mais ça, c'est des skills. Mais si t'es pas prêt dans ta vie à passer du temps pour développer des compétences et acquérir des skills pour devenir meilleur et changer la version de ton Pokémon, bah t'arriveras jamais à rien en fait. Donc au boulot. Une dernière question pour toi, et vu que t'évolues dans le game où t'aides les coachs sportifs et t'en es un aussi, si demain je te retire tout ce que t'as, t'as plus rien. T'as juste ton intégrité, ton nom et ton slibard. Qu'est-ce que tu fais pour te relancer et pour réavoir ce que tu as aujourd'hui? Je pense que je ferais exactement pareil, pour la bonne et simple raison que c'est pas du tout la meilleure façon de faire, mais c'est celle qui m'a plu en fait. Je pourrais, tu vois, si j'avais toutes les connaissances et que je perdais tout, je pourrais faire un truc un peu plus niché, un truc un peu plus intelligent en termes de marketing, avoir un persona beaucoup plus précis, savoir exactement à qui je parle et tout machin. Mais c'est pas ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est être authentique, être moi-même, parler comme j'ai envie de te parler. On a dit des gros mots, on a dit plein de trucs sur ce podcast, tu vois. Juste, je suis comme ça dans la vraie vie. Je suis sans fil, je suis moi-même, je suis naturel. Il y aura des gens à qui ça va plaire. Il y en a d'autres à qui ça plaira jamais, qui vont penser que je suis un petit con prétentieux et que j'ai rien à leur apprendre. Et c'est normal. Et c'est OK, il faut faire la paix avec ça. On peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et juste avancer avec mes passions, avoir envie de les transmettre jusqu'au jour où j'aurai plus envie et où j'aurai envie de partir en Lozère, faire du miel et devenir apiculteur ou menuisier, j'en sais rien. Et voilà, je ferai exactement pareil. Peut-être que je me concentrerai davantage sur des trucs qui ont un peu plus de sens et que je courrai pas après certains trucs après lesquels j'ai couru à certains moments de ma vie ou de ma création entrepreneuriale. Mais en vrai, je ferai probablement les mêmes erreurs que j'ai kiffé faire, qui m'ont appris beaucoup. Et juste, je prendrai du plaisir. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est bien qu'on finisse là-dessus. De pas s'oublier dans la dynamique, tu vois. De pas vouloir créer une boîte qui fait 3 millions ou une chaîne YouTube avec 1 million d'abonnés et oublier complètement sa vie sur l'autel de sa réussite professionnelle. Savoir qu'on peut mourir à n'importe quel moment, que la vie c'est précieux et qu'il faut avancer en se disant tous les jours j'ai fait des trucs qui me font kiffer et la vie que je mène, même si c'est dur, même si je charbonne, même s'il y a des obstacles, des enjeux, etc., que c'est pas facile et on le sait, ça me rend heureux, ça m'épanouit parce que je suis aligné avec mes valeurs, avec la personne que j'ai envie d'être, la valeur ajoutée que j'ai envie d'offrir au monde et je fais les choses comme il faut. Excellent message de fin. Merci mon gars. Où est-ce qu'on peut te suivre? YouTube, Instagram, Bayesian. Si vous voulez vous former, que vous êtes passionné d'entraînement et de nutrition, venez chez nous, vous allez apprendre des trucs qui vont changer votre vie. Tous les liens dans la description.
Partout on va mettre, ils sont tous là dans la description. Déjà, merci d'avoir suivi ce podcast. N'oublie pas De ouf. de liker, de t'abonner, de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, partout, parce que ce qui nous montre que le podcast était intéressant. N'hésite pas à le partager et à découper des extraits, les partager aussi en nous taguant. Ça nous fait toujours plaisir et ça permet de mettre en avant le contenu. Nous, on se retrouve dans 2-3 semaines pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, bon coaching et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao.